Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va comparer un hybride avec une caméra de cinéma, c'est parti. Depuis des années, j'entends un débat infini entre les personnes qui vont préférer les hybrides, quitte à être relativement de mauvaise foi sur leur capacité, et les personnes qui ne jurent que par les caméras de cinéma, quitte à être un petit peu méprisants envers les hybrides. Plus le temps passe, plus la qualité des capteurs devient vraiment exceptionnelle, quelle que soit la gamme du boîtier. On peut comparer ces deux images. L'une des caméras utilisées est 30 fois plus chère que l'autre, et le rendu n'est clairement pas 30 fois mieux. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un GH5 de chez Panasonic qui a déjà quelques années, il est sorti en 2017. Les résultats seraient encore meilleurs avec des caméras plus récentes comme les A7S III ou les R5, mais vu que c'est les mêmes typologies de boîtier, il y aura les mêmes qualités et les mêmes défauts. Et pour la caméra dite de cinéma, on a pris la Red Raptor, donc une caméra qui est assez récente. Je prends l'exemple de ces deux caméras parce que c'est les deux caméras qu'on utilise au quotidien. Pour comparer les qualités et voir leurs différentes qualités ou défauts, on va faire 3 tests. La première partie, ça sera les caméras accessoirisées au minimum, donc un tournage vraiment très run and gun, vraiment on part juste avec la caméra et on a besoin de tourner. Ensuite, on fera une configuration sur un petit stabilisateur et pour finir, on fera une grosse configuration pour un gros tournage en équipe. Maintenant, je vais équiper les deux caméras pour la première configuration, c'est parti. J'ai équipé les deux caméras à leur minimum pour pouvoir tourner. Donc le GH5 c'est très basique, il y a juste un objectif, voilà, très simple. Il a une super prise en main. En plus le capteur est stabilisé, ce qui fait que même si on filme à la main, c'est relativement stable, ce qui est vraiment très plaisant. La main tombe hyper bien au niveau de la bague de mise au point et au niveau de la bague de zoom, c'est ultra plaisant. L'écran est réversible, je peux être comme ça, filmer assez bien. L'écran n'est pas de très bonne qualité, ce qui fait que c'est pas facile de faire la mise au point. Mais là, techniquement, j'ai une configuration qui est totalement utilisable et qui est hyper agréable. Pour la Red Raptor, c'est autre chose. Alors, la config est effectivement pas si énorme que ça et relativement agréable à prendre en main. On a une petite poignée au-dessus avec un bouton rec qui est très pratique du coup qui tombe sous le pouce. On a aussi facilement accès à la bague de mise au point et la bague de zoom. En plus, ça fait bien un bloc, l'écran bouge pas et tout ça, ce qui est assez agréable. Par contre, c'est super lourd. Si vous voulez partir une journée en randonnée avec ça, vous allez extrêmement vite le regretter. Même si techniquement, cette configuration-là est fonctionnelle, c'est pas très adapté. Alors oui, l'image est très belle, on peut faire du beau ralenti et tout, mais c'est super lourd. En plus, le capteur est pas stabilisé, ce qui fait que on peut facilement avoir des tremblements. Et surtout, on n'utilise aucune des capacités spécifiques de la Red, on n'utilise aucune connectique, donc je ne peux pas recommander ce type de caméra pour faire du run and gun. C'est vraiment beaucoup trop lourd et beaucoup trop encombrant. Alors que ce genre de petits boîtiers sont vraiment hyper agréables à utiliser. Donc dans ce cas de figure, je conseillerais plutôt un hybride. Je viens de faire la deuxième configuration, donc on les monte sur des gimbals, donc là c'est un Ronin RS2 Pro, là c'est un Ronin RS3 Pro par rapport aux tailles des caméras. Les configurations sont relativement comparables, mais on va pouvoir remarquer quelque chose, l'hybride, je peux totalement passer mes mains autour, il n'y a aucun câble qui relie la caméra au reste de l'appareil, ce qui me permet de relativement facilement faire ce mouvement-là. Alors que la Red, il y a ce câble-là qui est obligé de gérer l'alimentation. Parce qu'en fait, avec la Red, vu qu'elle est très lourde, je peux mettre la batterie derrière. Le problème, c'est si je mets la batterie derrière, les moteurs sont à 100% de leur capacité et du coup, ça génère des petits tremblements. Du coup, je suis obligé de déporter la batterie et quand je déporte la batterie, la stabilisation marche, mais hop, ça tape à ce niveau-là et j'embarque la caméra. En plus de ça, la différence de poids entre les deux est énorme. Celle-là, je peux la porter à une main sans problème, alors que celle-là, à une main, c'est quand même relativement complexe. Je sais pas le poids exact, mais c'est vraiment très lourd. Donc techniquement, cette configuration-là, elle marche relativement bien pour des plans de base. Par contre, nous, on a essayé de faire tout un clip avec dans une vidéo qui sortira dans quelques temps. Et je vous avoue que c'était franchement pas l'idéal. Donc pour une configuration comme ça sur un petit gimbal, l'hybride est vraiment mieux. Maintenant, je vais continuer à équiper ces caméras pour faire un tournage en équipe. Donc un tournage où il y a besoin de plusieurs retours écran, pouvoir faire la mise au point à distance, tout ce genre de choses. On se retrouve tout de suite.
On se retrouve avec la troisième configuration, qui est une configuration faite pour travailler en équipe. Et là, il se peut que la tendance s'inverse un petit peu. Donc sur les deux caméras, on a mis à peu près les mêmes accessoires. On va commencer avec le GH5 et ça a été relativement complexe parce que donc on a rajouté un système pour faire la mise au point à distance. Et premier problème, en fait, c'est assez compliqué d'accrocher des tiges de 15 sur un GH5, c'est pas prévu pour. Du coup, on a dû rajouter un accessoire qui surélève énormément la caméra et en fait la rend relativement instable. Ensuite, on a rajouté un petit écran. Donc là, c'est pour aider à faire la mise au point, avoir les différents outils. Pour l'accrocher, on a rajouté une cage et sur la cage, du coup, on a pu accrocher directement l'écran. Pareil, de l'autre côté de la cage, on a rajouté un système de liaison sans fil, donc pour renvoyer l'image en sans fil. Donc il est vers le haut pour que les antennes soient vers le haut et que du coup, il y ait le moins d'interférences possible. Et pour finir, on a rajouté une petite poignée sur le dessus pour essayer de le maintenir. Voilà, bon, c'est pas idéal, mais ça aide quand même à la porter. Autre problème auquel on a été confronté, c'est que sur le GH5, il n'y a pas de sortie pour sortir du courant, qui fait qu'on a dû rajouter une batterie pour l'émetteur sans fil, une batterie pour l'écran et une batterie pour le système de follow focus. Donc déjà ça alourdit énormément le GH5, donc on perd l'avantage qu'on avait au début d'avoir un petit appareil léger. Et en plus ça oblige à faire des roulements de 4 batteries. J'ai vu des configs où des gens rajoutent des grosses batteries Veloc à l'arrière pour alimenter tous les accessoires. Le truc c'est pour garder un équilibre, on est obligé de le mettre là, ce qui cache l'accès à l'écran, ce qui est vraiment pas pratique du tout. Donc moi, j'ai pas utilisé ce système parce que je l'aime pas du tout. Et c'est sur cette config que la Red va tirer son épingle du jeu pour deux raisons. Premièrement, parce que elle est beaucoup plus facile à accessoiriser, parce que là, on a mis globalement les mêmes accessoires et en fait, on peut les accrocher à plein d'endroits sans que ce soit gênant. Et surtout, à l'arrière, il y a énormément de connectiques, notamment des sorties pour du courant, ce qui fait que aucun accessoire n'a sa propre batterie. Tout est alimenté par la batterie de la caméra directement, ce qui est vraiment hyper pratique. Même config que tout à l'heure. Le système de mise au point sans fil qui est relié à son appareil qui permet de recevoir le signal et lui-même est alimenté directement par cette batterie. Pareil pour le système de vidéo sans fil qui est relié directement à la batterie. Et même on s'est fait un petit luxe sur cette caméra-là vu qu'on avait plus d'espace. On a rajouté un autre écran qui est également alimenté par la même batterie, ce qui est vraiment très pratique. En plus de ça, sur le GH5, on n'a qu'une seule sortie HDMI qui alimente l'écran. L'écran ressort l'image qui va aller dans le Holy Land. En fait, ce qui fait qu'il y a un petit peu de latence sur l'image qui arrive du Holy Land. Et surtout, l'image qui apparaît sur cet écran est exactement la même image qui apparaît là. Ce qui peut être relativement gênant parce que des fois, nous, on travaille avec des outils. Par exemple, si l'équipe réalisation ou le HMC a un écran, eh ben, ils vont voir tous les outils et quand on va travailler sur la caméra, on va voir les menus, ce genre de choses. Alors que la Red, elle a plein de façons d'envoyer une image. Déjà, il y a le premier écran qu'on a ici, qui est l'écran tactile sur lequel on peut travailler. Ensuite, il y a deux sorties SDI, deux sorties totalement distinctes qui peuvent être réglées totalement différemment. Par exemple, sur le système de retour sans fil, on peut envoyer avec par exemple toutes les informations de la caméra. Et par exemple sur le deuxième SDI, on peut envoyer une sortie clean, donc une sortie avec seulement l'image. Ce qui fait que quand on ira dans les menus, ce genre de choses, ça se verra pas à l'écran. Donc ça permet vraiment de personnaliser ce qui sort de chaque SDI. En plus de ça, ici on a une antenne qui permet de s'y connecter depuis ordinateur, iPad. On peut même se connecter à un réseau, bref, c'est vraiment assez pratique. Donc il y a plein de façons différentes de recevoir une image avec ce genre de caméra. Et du coup pour bosser en équipe, c'est ultra pratique. Autre problème qu'on essaie d'équiper une petite caméra, c'est que l'ensemble fait vite pas très rigide. Là par exemple, j'ai du mal à l'accrocher proprement, ce qui fait que rapidement, en fait, ça se met à bouger. Et il y en a dans tous les sens, on sait pas trop à quoi s'agripper. C'est pour ça que voilà, on a rajouté la petite poignée au-dessus, mais du coup elle est pas très accessible. Il aurait fallu rajouter une grosse poignée ici. Ça oblige quand même à rajouter énormément d'accessoires pour avoir un semblant de prise en main un petit peu pratique. Et en plus de ça, l'équilibre de l'ensemble est vraiment tout pourri. Alors que là, l'ensemble tient vraiment bien. J'ai vraiment pas peur de le prendre. Même, je peux le tenir directement comme ça. L'ensemble est vraiment très résistant et très rigide. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à transporter. On n'a vraiment pas de difficulté. En plus, on a encore plein d'attaches de dispo. Par exemple, pour mettre donc des poignées supplémentaires ou des bras pour l'avoir en épaule. Ici, on a encore plein d'attaches possibles pour accrocher d'autres types d'accessoires si besoin. Et malgré tout ce qu'on a branché là, on a encore pas mal de connectiques de libre, soit pour de l'alimentation, soit pour avoir certains outils en plus. Là, on est quand même relativement proche du maximum qu'on peut installer dessus parce que en fait, la caméra n'a plus d'espace de dispo. Alors oui, il faudrait rajouter des trucs, mais du coup, en fait, on perd vraiment l'intérêt d'avoir une si petite caméra. Pour finir, et puis après, je ferai ma conclusion. Si on veut régler la caméra, ça doit se faire exclusivement d'ici. Ce qui fait que la personne qui est sur la caméra, au moment où elle règle, en fait, elle va bloquer tout l'espace. Alors que la caméra ici, il y a beaucoup de manières de la régler. Déjà, il y a logiquement l'écran tactile qui est ici, qui permet d'avoir accès aux différents menus, à l'ensemble des réglages de la caméra. Ensemble des réglages de la caméra qu'on peut avoir accès depuis cet écran ici. Du coup, la personne qui est sur cet écran-là
ne gêne pas la personne qui est de l'autre côté, mais en plus des deux personnes qui peuvent travailler directement sur la caméra, depuis le téléphone, on peut avoir accès à l'ensemble des réglages de la caméra. Et ça, même si ça arrive de plus en plus sur des caméras de cette taille-là, les systèmes sont bien moins bien faits que sur la Red où vraiment l'application est incroyable. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la différence entre des hybrides ou des vraies caméras de cinéma, on va dire. L'idée de cette vidéo était vraiment de faire comprendre les avantages et les inconvénients des deux types de caméras, parce qu'en fait, nous, au quotidien, on utilise encore des GH5 et la Red Raptor en fonction de nos prods. Quand on part en reportage ou sur des vidéos plus institutionnelles, un peu plus légères, on va partir avec des GH5 parce que c'est beaucoup plus léger, ça nous permet d'en avoir plusieurs et c'est vraiment très pratique. Par contre, sur les prods un peu plus complexes comme les clips ou les publicités, du coup on va plutôt partir avec la Red Raptor qui nous permet de travailler en équipe et d'avoir des plus grosses exigences. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle n'était pas sponsorisée, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre en dessous pour nous aider financièrement. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut!